OK. Donc, le cours sera enregistré et ce sera disponible aussi sur YouTube, sur notre chaîne. Donc, on continue le cours numéro 2. Donc, le cours est animé par moi-même. Je suis informaticien développeur. J'ai beaucoup travaillé sur l'administration des bases de données. Je travaille aussi comme architecte des systèmes d'information. Je fais aussi de la science des données et j'enseigne aussi toutes ces disciplines et technologies. Donc, comme vous le savez, la dernière fois, on a fait un premier cours sur l'initiation aux bases de données. Peut-être on peut y revenir rapidement en 5 minutes. On a expliqué un peu que les humains ont toujours cherché à représenter l'information. Donc, avec la naissance des nouvelles technologies maintenant, il y a l'apparition des fichiers et les gens ont commencé à stocker les données dans les fichiers, ce qui a permis beaucoup de choses, contrairement au registre papier qui peut se brûler, qui ne sont pas facilement duplicables, ainsi de suite. Mais on avait vu que ce système de gestion de fichiers présentait des limites. Donc, vous vous souvenez des schémas que j'avais faits. Et du coup, on a expliqué que donc, maintenant, celui qui migre vers l'utilisation des SGBD, des bases de données, va avoir beaucoup plus de facilité par rapport à celui qui reste toujours dans l'approche gestion de fichiers. Et on a parlé un peu des avantages, des inconvénients, on a défini ce qu'est une base de données, on a défini ce qu'est un SGBD, on a montré un peu, quand on utilise les SGBD, l'avantage qu'il y a derrière, la séparation des couches, ainsi de suite. Donc, contrairement aux fichiers où toute l'application, tous les éléments sont regroupés en un seul fichier, où dès que tu supprimes ce fichier, tu perds tout, on a montré que avec les bases de données, c'est différent grâce à l'architecture 3 tiers. Maintenant, pour aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc comme vous le voyez ici, on va voir les notions de modélisation de données. C'est-à-dire, c'est la suite. Parce qu'on a défini maintenant, on a montré les avantages, ainsi de suite, d'accord. Maintenant, si quelqu'un crée ou digitaliser une partie de son système, comment il s'y prend? On demande par cet exemple introductif, c'est-à-dire, supposons, on veut créer un logiciel, une plateforme, un site web, une base de données, c'est-à-dire comment s'y prendre. Si quelqu'un se demande aujourd'hui, je veux digitaliser la gestion de mes clients, comment je vais faire? Quelles sont les étapes? Par exemple, autre exemple, supposons quelqu'un veut aider son père, son oncle, sa tante à digitaliser le travail de sa quincaillerie, parce que je vois que les quincailleries sont toujours dans le manuel, dans du 100% papier. D'autres quincailleries, même si une partie est sur du papier, une autre partie, ils le font sur Excel. Beaucoup de choses, ils le font sur Excel. Une école, il y a beaucoup d'écoles au Sénégal et en Afrique. La gestion se fait toujours sur des registres papier ou des fichiers Excel. Et comme on l'a vu la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez du schéma là. Bon, je peux faire encore parce que je pense que ce schéma est très important. Donc, je coupe. C'est où encore base de données. Non, pas ça. Oui, c'était ce fameux schéma-là. Oui, là. Donc, tous les exemples que je suis en train de vous reviennent dans ce problématique. Je pense que vous vous souvenez. Risque de doublon, d'incohérence, ainsi de suite. Donc, là, je reviens à la diapo. J'espère que vous m'entendez 5 sur 5. S'il y a un problème, n'hésitez pas à laisser un message. Bon, OK. La même problématique est valable pour celui qui veut, supposons, créer une application ou une plateforme pour gérer les données de son association. Même chose, si vous voulez digitaliser la partie RH de la structure où tu travailles, le cahier de texte, voilà, il y a une petite piste, la flotte de véhicules, le suivi et évaluation de ces projets, la cotisation des membres. Bon, bref, tout besoin en informatique, le même problème se pose. Maintenant, j'espère que vous m'entendez. Allô? Est-ce que quelqu'un peut laisser un message?
faire une audio. Oui, c'est bon. Ah, ok, parfait. Yeah, c'est bon. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le monde de l'ingénierie logicielle, dans le monde de l'informatique, quand on conçoit un site web, quand on conçoit une plateforme, quand on conçoit un logiciel, le plus souvent, c'est les étapes qu'on suit. Là, si je prends l'exemple là, supposons quelqu'un travaille dans une entreprise, il voit qu'au niveau de sa ressource humaine, les gens utilisent beaucoup des fichiers Excel, des applications par-ci, par-là. S'il veut le digitaliser, on commence toujours par la partie besoin, idée à choix. Ou on peut prendre l'exemple, je ne sais pas, de quelqu'un qui veut digitaliser la gestion des flottes de véhicules ou un système de pointage. On commence par l'idée. On décrit l'idée, on décrit les phrases, qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, et ainsi de suite. C'est-à-dire, au lieu que chaque matin, celui qui vient dans l'entreprise, il signe dans le registre papier, il met ses informations, ainsi de suite. On veut un système où dès que tu poses ton doigt, automatiquement, il enregistre que tu es passé, pour qu'on puisse gagner du temps, pour que ces données-là puissent nous servir à des fins d'analyse, des trucs du genre. Il faut le plus souvent mettre en place un cahier des charges, c'est-à-dire c'est le cahier des charges qui dit qu'est-ce que vous voulez. Par exemple, je prends l'exemple d'une école. On veut une application qui sera utilisée par la comptabilité, par le responsable pédagogique, par les élèves. Les parents auront la possibilité de voir ça et de suite. On définit tout ça dans un cahier des charges, dans un document de spécification. Et c'est là où on commence maintenant l'analyse et la conception et la modélisation du système et notamment de la base, des bases de données. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout ici. Et après maintenant, c'est le développement, le codage, après les tests et le déploiement. L'exemple le plus simple que je vais vous prendre pour vous, c'est Facebook. Aujourd'hui, pour mettre en place une plateforme comme Facebook qui permet aux gens de communiquer et ainsi de suite, de faire tout ça, je peux dire globalement que voici les étapes qu'ils ont suivies. À un instant, à l'étape 3, il a fallu maintenant analyser les besoins et modéliser la base de données qui contient les données là. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et globalement, retenez que dans les systèmes, dans tout logiciel que vous voyez, dans toute plateforme, tout site web, le plus souvent, voici les étapes. Donc, c'est juste pour vous dire que aussi, le cours qu'on est en train de faire, ça porte spécifiquement sur les bases de données. Ce n'est pas le codage, ce n'est pas la partie déploiement et de suite, mais c'est surtout ici. Vous allez mieux comprendre quand je passe à cette diapo. Au niveau équipe, donc les logiciels que vous voyez, Facebook, WhatsApp, Orange Money, Web, le logiciel qui gère l'école, ArcGIS, bon, tout logiciel que vous connaissez, hein, toutes ces applications que vous téléchargez dans Play Store, avec iCloud, toutes ces applications, Office, Word, Excel, PowerPoint, le plus souvent les plateformes web, les équipes informatiques sont composées de ça. Mais tout dépend. Il y a des équipes qui peuvent juste se limiter aux 3 premiers, le plus souvent, et d'autres même à ça. Bon, à ces deux-là, comme ici. Le plus souvent, il y a des développeurs et l'administrateur de base de données. Parce que ça, ce que je suis en train de faire, c'est important pour que vous puissiez comprendre la formation que vous êtes en train de suivre, comment vous allez l'utiliser après dans les projets. Le plus souvent, il y a l'architecte, le chef de projet, qui dirige le projet, qui valide la planification, qui assure le pilotage, c'est-à-dire qui travaille le plus souvent au début avec le client pour mettre en place un bon cahier des charges qui décrit tout ce qu'on veut. Les développeurs, ils sont chargés de développer les applications. C'est-à-dire, eux, ils vont utiliser un langage de programmation maintenant pour développer, mais le plus souvent, ils commencent le travail après les administrateurs de base de données qui se chargent maintenant de faire tout ce qui est analyse, modélisation. Et c'est pourquoi je l'ai mis en vert. Donc, la formation qu'on ici, aujourd'hui, c'est ici. Quand on termine de développer les applications, il faut qu'on le déploie dans des serveurs. Ça, c'est géré par les experts réseau système sécurité qui installent les serveurs, qui surveillent les attaques, tout ça. Vous voyez les injections. Le plus souvent, il y a ce qu'on appelle les testeurs dans les équipes qui valident les fonctionnalités. À chaque fois que quelqu'un termine un travail, c'est au testeur de voir est-ce que c'est bien fait et de donner des recommandations. Après, il y a les designers qui créent les maquettes. Donc, sachez que la formation qu'on est en train de donner en base de données, on ne vous forme pas pour être des architectes système d'information. On ne vous forme pas pour être des développeurs, parce que ça, c'est d'autres outils, d'autres technologies. On ne ferme pas pour être des experts réseau ou des testeurs, ainsi de suite, mais c'est surtout ici qu'on vous forme. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je peux revenir dans l'exemple là que j'ai l'habitude de donner. Si je fais comme ça,
Voici une plateforme de gestion des établissements scolaires, par exemple, comme je vous ai dit. Ça, c'est la plateforme. Derrière, il y a une base de données MySQL. Mais sachez que c'est toutes ces étapes qu'on a eu à suivre. Il y avait un chef de projet. Pour mettre en place ce projet-là, c'était moi. Il y a des développeurs. Il y a un administrateur de base de données, quelqu'un qui gère le réseau, ainsi de suite dans notre équipe. Et le travail a commencé, comme je vous l'ai dit, ici. On a mis en place un cahier des charges. Après, c'est surtout l'administrateur de base de données qui s'est chargé maintenant de faire l'analyse et la conception. OK, vous voulez une plateforme qui va gérer les établissements scolaires, donc il propose un MCD. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, quel que soit le besoin logiciel que vous avez, ou le besoin de gestion de données, ou le besoin de data, le plus souvent, voici le travail de l'administrateur de base de données dans la réalisation du projet informatique. Maintenant, il peut travailler dans d'autres projets, dans d'autres domaines. Par exemple, si on doit faire une enquête, ce ne sera pas la même logique. Le plus souvent, quand on fait une enquête, globalement, ce que fait l'administrateur de base de données peut changer. Si on fait une étude de sciences de données, l'administrateur de base de données, il est là, mais il est chargé d'aller extraire les données depuis les bases existantes, de mettre les requêtes et de les donner à l'équipe qui va faire le travail. Pareil, quand on est dans une enquête, ainsi de suite. Mais j'ai pris l'exemple de l'informatique. Ça, c'est un résumé rapide aussi de l'administrateur de base de données. Celui qui suit les formations que nous déroulons, à la fin, il peut commencer à occuper le poste d'administrateur de base de données. Mais comme vous le voyez, l'administrateur de base de données est un gestionnaire de volume important d'informations. On peut dire toutes ces informations à la disposition des collaborateurs. Donc, DBA, on l'appelle ABD aussi. Il est chargé d'organiser, de gérer toute la fiabilité des systèmes de gestion de données de l'entreprise. Donc, c'est toutes les données. Il doit en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité. En veille technologique continue, il peut avoir à gérer plusieurs bases de données et plusieurs outils. Il regroupe les informations organisées afin d'être facilement consultables, gérables, ainsi de suite. Les bases de données informatiques maintenant sont utilisées dans un grand nombre d'entreprises pour stocker, organiser et analyser les données. Donc, l'administrateur de base de données participe au choix des logiciels et à la mise en œuvre, c'est-à-dire l'architecture, ensuite tout ce qui est installation, configuration, ainsi de suite. Il est le carrefour des différents services avec lesquels il travaille. Il peut participer à la formation des utilisateurs quand les applications sont terminées souvent. Il peut être amené à faire des déplacements hors de l'entreprise, ainsi de suite. Ouais, et à travailler surtout des heures non ouvrables. Donc, il est employé dans une entreprise, ou bien il est prestataire de services aussi. Maintenant, les qualités indispensables pour un administrateur de base de données, donc il y a tout ce qui est rigueur, vraiment, sens de la méthode, maîtrise de la système de gestion, des SGBD, mais aussi ouverture d'esprit, écoute, ainsi de suite. Qui parle d'administrateur de base de données, vraiment d'organisation, de modélisation, de tout ça. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, comme je vous dis, il y a certains projets pour mettre en place une plateforme. Bon, il dit qu'il n'arrive pas à voir mon écran. Ça doit être un J. Les autres, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez le diapo plein ou le mode présentation? Yeah, je pense que ça doit être ton problème. Hein? Ouais, il dit qu'il voit tout. Donc, généralement, tu vois beaucoup de projets aussi. Il n'y a que les développeurs et l'administrateur de base de données. Donc ok, c'est bon. Le micro là. Bon. Merci. C'est bon. Il faut que je coupe vos micros. Ouais. Maintenant, comme je dis, il y a beaucoup de projets où bon, il n'y a que les développeurs et celui qui gère les bases de données, donc on appelle administrateur de base de données. Et donc, à la fin de cette formation, vous serez en mesure maintenant de commencer à travailler comme administrateur de base de données dans certains projets. Et j'ai même quelque chose d'extrêmement important que je vais vous annoncer, mais j'attends qu'on avance dans le cours. Donc, globalement, c'est là où on va faire focus aujourd'hui. On veut mettre en place une plateforme, un logiciel, un outil. On est dans un projet. Comment jouer ce rôle d'administration de base de données? Donc, pour démarrer ce cours, nous allons commencer par ce fichier-là. OK, voici le fichier. Je pense ça, tous vous connaissez, c'est du Excel. Comme ça se fait dans beaucoup d'entreprises. Supposons une entreprise cinématographique. Lui, il est toujours dans la gestion des fichiers. Donc, il gère toute sa production de films,
d'acteurs, tout ça, à travers des fichiers. Comme vous le voyez, autant de feuilles Excel. Chaque fois qu'il y a un besoin, il crée une feuille Excel. Ça, je vous dis que c'est un énorme défi aujourd'hui en Afrique. Dans beaucoup d'entreprises, de PME, de PMI, ils sont toujours avec Excel. Bon, d'accord. Pour gérer le nom d'une classe, si on a une seule classe dans quelque part, il n'y a pas besoin d'application. Là, Excel le fait bien. Pour gérer ses dépenses personnelles, Excel le fait bien. Mais maintenant, quand tu veux gérer une université comme le cadre, où on a des centaines de classes, une université comme Gaston Berger, où on a des centaines de classes, ça, vouloir le faire avec Excel, ça dépasse les limites. Imaginez Auchan aujourd'hui, c'est une grande surface au Sénégal, s'il travaille avec des fichiers Excel, mais qui pourrait avoir des statistiques le soir? Ce serait incroyable. Si tout ce que les gens achètent, on voulait l'enregistrer manuellement dans les fichiers, vous voyez les problèmes que ça poserait. Donc, on part sur ce cas d'utilisation ici pour démarrer le cours. Donc, la bonne méthode quand on travaille avec des données, comme vous le voyez ici, après lecture de ce fichier Excel que je vous ai montré, et analyse même, vous-même, vous voyez que pour une information aussi simple, il est facile d'énumérer beaucoup de problèmes en même temps. Tout ou presque découle de ça. C'est-à-dire, il est possible de représenter la même information plusieurs fois. C'est-à-dire, on peut mettre des doublons. C'est ça l'inconvénient de Excel. Regardez, je fais comme ça, insertion. Je copie cette ligne. Oups. Je peux faire comme ça, copier, et je colle. Là, il y a un doublon. Et il n'y a aucun problème. Même si tu avais quelqu'un peut me dire, ah non, on peut mettre des validations. Mais même si tu fais des validations là, je peux parvenir à faire sauter tes validations, ou bien je fais comme ça. Je peux faire comme ça aussi. Vous voyez là, je crée même un problème plus grave. Parce que là, puisque tu as mis une validation pour dire que je ne peux pas répéter le nombre, d'accord, je ne répète pas le nombre, mais je répète les mêmes informations sur la ligne, à part la colonne là que tu as verrouillée. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est des problèmes qui surviennent. Et donc, quand on travaille avec des données, ce qu'il faut comprendre, comme on l'a dit la dernière fois, la bonne méthode permet de distinguer les entités qui constituent la base de données et les associations entre ces entités. C'est-à-dire, quel que soit le secteur, quelle que soit l'entreprise, les données avec lesquelles on travaille sont regroupées sous forme d'entités. Et il y a un lien entre ces données, c'est ce qu'on appelle les associations. Donc, on continue les critiques. Quand on veut insérer une nouvelle ligne dans ce fichier, déjà, on voit que beaucoup de problèmes peuvent se poser. Regardez ici, déjà, les colonnes vides. Ça, dans une base de données, on ne pourra pas faire ça. Dès que tu mets ça, il rejette. Donc, au moment d'insérer une ligne, il est possible d'insérer plusieurs fois le même film, en décrivant chaque fois de manière différente. C'est-à-dire là, si je reprends cette ligne-là, je colle ici. Là, je peux mettre un autre nombre. Et là, je ne sais pas, je change juste l'année. Ou bien je change juste l'auteur. Je mets phare. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre cette ligne et cette ligne? Si vous regardez, je n'ai changé que ça et ça. Peut-être que c'est la même information que je suis en train de dupliquer. Donc, c'est ce qu'on explique ici. Une bonne question donc considère à se demander qu'est-ce qui distingue aujourd'hui deux films de manière différente dans ce système de gestion de données. Parce qu'il représente quoi? Les films, les années de production, les noms des personnes qui les ont produits, le sexe de ces personnes, date de naissance, lieu de naissance, ainsi de suite. Autre problème, toujours quand on veut insérer des données, donc, et ça c'est valable pour tous ceux qui travaillent avec des fichiers. Donc, celui qui gère son école à travers des fichiers, celui qui gère sa quincaillerie à travers des fichiers, celui qui gère, tant que tu travailles avec des fichiers, le même problème va suffire. Ici, on peut trouver deux films avec le même titre. Est-ce que c'est normal? Si la réponse est non, alors on devrait pouvoir se dire qu'il n'y a pas de ligne dans la table Excel avec la même valeur pour l'attribut titre, ainsi de suite. C'est comme si tu gères aujourd'hui une école qui a beaucoup d'étudiants, beaucoup de classes, mais qu'est-ce qui permet de distinguer deux étudiants de manière différente? Si tu représentes comme ça leur prénom, nom, âge, date de naissance, lieu de naissance, dans le fichier, rien ne montre que ces deux étudiants sont différents. Quand vous faites une modification, même problème. Là, on a les films, là, on a les auteurs. Mais le même auteur peut jouer plusieurs films.
quand je dois faire une modification, je suis obligé de modifier toutes les occurrences. Si son prénom change ou si on voit qu'on s'était trompé, vous voyez, je suis obligé de faire des CTRL-F. Et le danger de ça, tu peux modifier d'autres données qui ne sont pas concernées. Même chose, des informations incohérentes, les mêmes questions que précédemment se posent. Donc, jusqu'à quel point on peut dire que dans ce réalisateur nommé, par exemple, et qu'il a joué un seul élément dans l'année. Donc, il y a un problème sur la représentation des films, un problème sur les auteurs, et ainsi de suite. Maintenant, supposons l'entreprise ne travaille plus avec l'auteur qui s'appelle Maki. Je donne un exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire des autres données? Imaginez s'il a 20 lignes dans le fichier. Ne me dites pas que parce que lui, il ne travaille plus avec nous, ou bien l'étudiant là a quitté l'école, il faut supprimer cette ligne. Parce que si tu le supprimes, tu vas supprimer d'autres données liées à cette ligne. Donc, c'est ce qu'on appelle les anomalies de mise à jour. Voici d'autres problèmes qui se posent. Et donc, par rapport à tout ce que je viens de dire, donc, toujours sur les fichiers, la bonne méthode quand on travaille avec des données, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le projet, la bonne méthode consiste à faire quoi? Être capable de représenter individuellement les films et les réalisateurs de manière à ce qu'une action dans l'une n'entraîne pas systématiquement une action dans l'autre. Même si tu gères les données d'une école, ce n'est pas parce que l'étudiant là n'est plus dans l'école qu'il faut supprimer toutes les données liées à l'étudiant. Non. Définir une méthode d'identification unique des films dans notre cas et des réalisateurs. Donc, chaque entité doit pouvoir être identifiée de manière unique. Préserver le lien maintenant entre ces informations sans introduire de redondance. Donc, c'est ça qu'on appelle maintenant la modélisation et c'est ça le cours d'aujourd'hui. Donc, comprenez que on part toujours du monde réel. On part toujours du monde réel. On fait notre modélisation. Et après avoir fini la modélisation, maintenant on passe au modèle logique. OK. Maintenant, donc, durant ce cours, c'est ça qu'on va voir. Maintenant, une fois qu'on a notre MCD, ou ce qu'on appelle le modèle logique, il y a plusieurs manières de représenter ces données-là dans une base de données. Mais nous, on verra le modèle relationnel. C'est pourquoi on parle de table. Si on est dans le modèle hiérarchique, on n'a plus de table, mais on a des nœuds, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu le résumé du cours. Bon, maintenant, vu que les modèles de BD sont souvent limités pour pouvoir représenter directement le monde réel, donc il y a des méthodes de conception qui ont été intégrées, et comme on va le voir aujourd'hui, celui appelé modèle Meris anti-association. Donc, pour modéliser une base de données, il n'y a pas une seule méthodologie de conception. Non, il y en a plusieurs. Mais nous, on utilise celle qui s'appelle MERIS, du système français. Et dans MERIS, il modélise tout le système d'information, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie qui modélise les bases de données. Parce qu'il y a une autre partie qui modélise les applications, une autre partie qui modélise le déploiement des applications, une autre, les flux d'informations, et ainsi de suite. Mais nous, on se limite à ça. OK. Donc, le modèle anti-association, ce n'est rien d'autre. Bon, si vous voulez, vous pouvez prendre une feuille ou un cahier et un stylo et vous prenez note. Souvent, ça peut vous aider sur certaines définitions. Donc, c'est un formalisme retenu par l'ISO pour décrire l'aspect conceptuel des données à l'aide d'entités et d'associations. Il a été conçu en 1976 et elle est à la base de plusieurs méthodes de conception. Donc, la syntaxe ici est celle de MERIS, principalement utilisée dans le système français, comme je vous l'ai dit. Bon, il existe beaucoup d'autres, comme IML, OMT et beaucoup d'autres, mais nous, globalement, ils sont équivalents. Donc, celui qui maîtrise MERIS, globalement, pour aller vers l'autre, ça va aller vite. Maintenant, on définit le concept d'entité. Donc là, je reviens sur ce diapo-là. Comme je vous l'avais dit, s'il s'agit de l'électricité, normalement, ce qui est normal, on ne peut pas construire un bâtiment comme ça sans avoir un schéma. Et ce schéma-là, ils utilisent eux aussi un modèle de représentation. Peut-être que le modèle de représentation électrique n'est pas unique au monde, mais globalement, ils sont ISO. ISO, ça veut dire que c'est quelque chose qui est international. Donc, c'est un formalisme
qui montre que n'importe quelle base de données au monde, on peut le représenter sous forme de schéma. Et dès que tu mets le schéma, tout le monde comprend tout ce qui est derrière. C'est la même chose en génie civil, c'est la même chose en hydraulique, c'est la même chose en urbanisme, ainsi de suite. Donc, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, on parle d'entité. Quand on veut modéliser une base de données, l'entité, ce n'est rien d'autre que la représentation d'un objet matériel et immatériel. Par exemple, l'employé, le projet, le salaire, et ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit, comprenez que on part d'un problème, d'une problématique qui est la gestion des données à travers le fichier. On veut régler ça en utilisant les bases de données. C'est pourquoi on utilise un formalisme qui existe, qui est très célèbre, qui est international, et on vous explique ce qui est derrière. Donc, il n'y a rien de compliqué. Ce qu'on a fait jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Juste que les entités, on les représente comme ça. Donc, on les dessine sous forme de rectangle avec le nom de l'entité et la liste des propriétés. J'y reviendrai. Les entités peuvent être regroupées en type d'entité. Par exemple, on peut considérer que tous les emplois particuliers sont les instances du type générique employé. Bon, ceux qui ont déjà fait des cours de programmation vont beaucoup mieux comprendre parce que c'est globalement les mêmes notions qu'on utilise. Les propriétés aussi, ce n'est rien d'autre que les données élémentaires relatives à une entité, par exemple le numéro de l'employé et ainsi de suite. On ne considère que les propriétés qui nous intéressent dans le contexte particulier, c'est-à-dire, si tu modélises une base de données aujourd'hui pour une école, et l'école te dit, moi, sur les élèves, ce n'est que le nom, le prénom, le matricule, date et lieu de naissance qui m'intéresse. Ça veut dire qu'on va se limiter à ces propriétés. On n'a pas besoin d'acheter d'autres choses. Et les propriétés, ce n'est rien d'autre que les colonnes que vous mettiez dans les fichiers Excel. C'est ce qu'ils veulent comprendre. Donc, notez les définitions. On a défini ce qui est une entité. On vient de définir ce qu'est une propriété. Mais moi, je vous dis, une propriété, pour faire simple, ce n'est rien d'autre que les colonnes Excel. Bon. Moi, j'aime enseigner à partir de ce que les gens connaissent déjà. En base de données, c'est comme si c'est ça qui devient des propriétés. Et puis, c'est fini. C'est comme si l'entité, ce n'est rien d'autre que la feuille et ses constituants. Bon, d'ailleurs, je vais vous reposer cette question quand j'aurai terminé cette partie pour voir si vous avez compris. Donc, on a défini les entités, on a défini les propriétés et on définit l'identifiant. Donc, chaque donnée maintenant, désormais, est identifiée de manière unique. Et l'identifiant, ce n'est rien d'autre qu'une propriété ou un groupe de propriétés qui sert à identifier une entité. Donc, c'est comme les matricules, hein, les CI, les emails, tout ça. Donc, c'est tout ce qui permet d'utiliser, d'identifier un élément de manière unique. Par exemple, le numéro de l'employé. Si on travaille avec l'entité pays, en ID pays, l'identifiant des pays est unique. Et donc, voici deux entités en base de données. Quand on modélise une base de données, voici deux entités qui sont représentées. Là, vous voyez, le nom de l'entité est là et les propriétés sont là. C'est ça qu'on appelle propriété. Entité, propriété. Donc, le type d'une entité est composé d'éléments suivants, son nom, la liste des attributs. Donc, ça, on les appelle les propriétés, on les appelle les attributs. Ça, c'est des définitions maintenant en base de données. C'est pas moi qui les ai définies. C'est pas moi qui les ai définies. Mais c'est un formalisme international. OK, on parle de clé. Bon, ça, c'est la définition mathématique. Hein? Donc, soit un type d'entité et l'ensemble des attributs. Une clé de E est un sous-ensemble minimal de A permettant d'identifier de manière unique une entité parmi n'importe quelle extension. C'est-à-dire, quand on a une liste de propriétés ici pour une entité, on essaie de voir s'il y a un champ qui peut être identifié, c'est-à-dire qui est unique, quel que soit l'élément qu'on prend. Si oui, on le prend comme clé, sinon, on prend d'autres colonnes. C'est ce qu'on explique ici. Maintenant, les caractéristiques d'une clé, il est possible d'avoir plusieurs clés pour une entité. Là, on parle de clé candidat, on choisit celle qui est la plus adaptée. L'exemple le plus simple que je peux vous donner, supposons modéliser une base de données d'une école. C'est sûr qu'il y aura l'entité, élève, avec nom, prénom, sexe, âge, date de naissance, lieu de naissance, matricule, CNI. On sait que CNI peut bien être une clé, parce que le CNI de quelqu'un, c'est unique au monde. Le matricule, c'est unique dans l'école, ainsi de suite. Donc, les deux peuvent jouer le rôle de clé. Je peux prendre l'un ou l'autre. C'est juste ce qu'on explique ici. On ne doit pas avoir besoin de le modifier. En fait, pour des raisons de performance, ça doit être stocké de manière minimale. Maintenant, on définit aussi ce qu'on appelle les associations. On a défini les entités, on a défini les propriétés qui sont là, on définit les associations. Les associations, maintenant, ce n'est rien d'autre que le lien entre les données. Donc, ça représente
le lien entre deux entités. Par exemple, une association peut avoir des propriétés particulières, par exemple, la date d'emprunt d'un livre. Et les cardinalités. Donc, on a défini les entités avec son nom, la liste de ses propriétés, on a défini l'association. Maintenant, on définit les cardinalités. Donc, minimal, maximal. Si vous voyez le nombre minimal, c'est 0, souvent 1, souvent 0,1. Ce n'est rien d'autre que le nombre de minimum de fois que l'occurrence peut apparaître. Et si vous voyez le n ou le maximum, c'est le nombre maximal. Et voici un exemple. Et donc, là, c'est une base de données qui est représentée. Et là, on vient d'apprendre maintenant. Il y a combien d'entités ici? Comme on l'a vu, il y a combien d'entités? Bon, un volontaire, vous pouvez écrire sur le chat ou activer votre micro pour répondre. Ou bien je désigne sur la liste. Ça veut dire dans ce schéma-là, maintenant, on voit, on a combien d'entités par rapport à ce qu'on vient d'apprendre. Il faut que ça soit un peu interactif aussi pour que vous compreniez deux entités. Effectivement, l'entité adhérent et l'entité exemplaire. Ça, je pense même un élève de CM2 va comprendre. Parce que regardez tout ce qui est rectangle, c'est ça les entités. Regardez tout ce qui est circulaire, c'est ça les associations. Il y a combien d'associations? Une, c'est emprunté. Maintenant, on a les cardinalités 0,3 et 0,1. Comme on l'a défini ici, on va voir ce que ça signifie. Ce que ça signifie ici, c'est que la cardinalité 0,3 que vous voyez ici indique qu'un adhérent, c'est-à-dire dans les données là qu'on a représentées, dans cette base de données qu'on a représentée, un adhérent peut emprunter 0,3 exemplaires et à l'inverse, un exemplaire est emprunté par 0,1 adhérent. Donc, comment on lit un schéma de base de données? Ça, c'est valable. En électricité, dès qu'on te donne le schéma, tu comprends. Bon, si tu as fait des cours d'électricité, évidemment. Moi, je ne peux pas trop lire les schémas électriques parce que je n'ai pas trop poussé dans ça. Les schémas des architectes, des ingénieurs génie civil, moi, je ne peux pas trop les lire parce que chaque signe représente quelque chose. Mais en base de données, c'est beaucoup plus simple. Donc, comment on lit ça? On lit le nom de l'entité, on lit le nom de l'association, on lit la cardinalité entre les deux, ensuite l'entité qui vient. C'est pourquoi dessiner ce schéma est équivalent à écrire ces deux phrases. Et c'est très simple. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exemples. Ne vous en faites pas. Peut-être le début, ça peut être un peu compliqué, mais vous allez lire des schémas. Ça, je vous le garantis. Un adhérent peut emprunter 0 ou 3 exemplaires. Et un exemplaire est emprunté par un et un seul adhérent pour une date donnée. Effectivement, et les phrases sont là. On passe à un deuxième exemple. Le schéma de base de données qu'on voit là, comment il représente les données ou qu'est-ce que ça signifie? Là, maintenant, on apprend à lire des schémas. Durant ce cours, comme je vous l'ai dit, on va apprendre à créer des schémas, on va apprendre à lire des schémas, on va apprendre à restituer ou à faire des requêtes. Un volontaire, j'interroge cher Job. Que signifient ces données-là? Comme je vous l'ai dit, vous lisez le nom de l'entité, le nom de l'association, la cardinalité et l'entité qui vient après. On a combien d'entités ici? On a deux entités toujours, une seule association. OK? Qu'est-ce que ça signifie ici? Les données qu'on vient de représenter. Un volontaire, cher, ou bien un volontaire qui veut activer son micro. Là, il faut parler. Hein? Allez-y, on le fait ensemble. Vous vous basez sur ce qu'on a fait ici. Un adhérent, vous dites toujours un, hein? Vous dites toujours un. Un adhérent peut emprunter 0 ou 3 exemplaires. Un exemplaire est emprunté par 0 ou 1 adhérent. Donc, je veux un volontaire ici. Personne? Alors, moi, je peux parler? Allez-y, présente-toi, c'est qui? Ibrahima Wad. Ibrahima, allez-y. Un auteur? Alors, il y a deux entités. Alors, un auteur est né dans un et un seul pays. Un seul pays, effectivement. Voilà. Ce sont ces données qu'on a représentées. Et l'autre côté, ça signifie que dans un pays, peut-être né plusieurs. Sont nés plusieurs auteurs. Plusieurs auteurs. Bon, 0 ou n, ça veut dire plusieurs. Ça, c'est la notation mathématique. Et vous voyez. Donc, comme je l'ai dit, vous savez que ces phrases-là, si vous les écrivez, celui qui n'a jamais fait le français ne comprend rien de ce qu'on a écrit. Mais quand vous lui donnez ce schéma-là, automatiquement, il comprend. Parce que ça, c'est une notation ISO, internationale. Donc, c'est ça le modèle.
C'est pareil en électricité. L'ingénieur génie électrique sénégalais, si tu l'amènes en Chine, tu lui donnes un schéma électrique, automatiquement, il sait chaque fil, où est-ce que ça passe, chaque condensateur, parce qu'il a appris à modéliser. Il a appris à lire les modèles et les schémas. En base de données, c'est la même chose. Si vous ne pouvez pas lire les schémas de base de données, vous ne pourrez pas faire des requêtes. Et ça, moi, dans le passé, j'ai vu beaucoup de cas. J'ai vu des statisticiens qui ont eu ce problème. J'ai vu des géographes qui ont eu ce problème. J'ai vu des économistes qui ont eu ce problème. Je m'explique. C'est-à-dire, et même des médecins. Tu es médecin, tu dois faire ta thèse, tu veux des données. D'accord? Tu pars dans un hôpital, ils te disent les données sont dans la base de données. Va faire des requêtes. Comment tu vas faire les requêtes si tu ne sais pas lire le schéma de base de données? Là, tu vas te dire que, ah, pourtant, moi, je suis médecin, mais et après, tu veux faire ta thèse sur les données, il n'y a pas de problème, le système est là, les données sont là. Mais on a des milliers de données et on va te donner un schéma. Donc là, tu seras obligé de faire appel à quelqu'un qui maîtrise les bases de données pour qu'il puisse lire. Alors que si on t'avait donné les phrases là, toi-même, tu allais te les trouver. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, vous pouvez lire maintenant n'importe quel schéma. Hein, et bon, je termine cette partie du cours. Après, on va regarder des exemples sur le livre. Vous allez voir, chacun va lire un exemple, puisque je vois que le nombre de participants n'est pas nombreux. Donc, quand vous voyez les cardinalités maximum, sachez qu'ils sont nécessaires pour concevoir le schéma et les cardinalités minimum sont nécessaires pour exprimer des contraintes. Ce qu'on appelle maximum, c'est ça. 0n ou 1n, n, c'est la même chose le plus souvent. Certains vont mettre un n, certains vont mettre n, certains vont mettre a ou b. Maintenant, ne me dites pas pourquoi vous mettez a ou b, ça c'est mathématique. Le fait de dire A, B, N, M, L, ça veut dire que c'est plusieurs. Mais le fait de dire 1, 1, ça veut dire 1 et 1 seul. Une seule est possible. Là, c'est une contrainte. Ou 0, 1. Donc, 0, 1, 1, c'est ça les cardinalités minimum. Quand vous entendez parler de cardinalité minimum, c'est 0, 1, 1, 1, 2. Et maximum, c'est 0, n ou n. Donc, en notant uniquement les cardinalités maximum minimum, on voit qu'il n'y a que 3 possibilités. Quand vous représentez une association entre deux entités, il n'y a que 3 possibilités. Soit c'est un n, soit c'est n1, soit c'est nm. Et ça, on le lit aussi en min-max. On dit min-max. C'est ce qu'on appelle le lien fonctionnel. Là, c'est ce qu'on appelle le lien hiérarchique. Et là, c'est ce qu'on appelle le lien maillé. Et là, même chose, le lien fonctionnel. Donc, quand il y a un lien fonctionnel entre deux entités A et B, ça pouvait être étudiant et note. Étudiant et matière et l'entité note. Ça veut dire qu'une instance de A ne peut être associée qu'à une seule instance de B. La même chose qu'on a appris tout à l'heure continue, c'est-à-dire une instance de A peut être associée à un et un seul instance de B. Alors qu'une instance de B peut être associée à plusieurs instances de A. C'est ça qu'on appelle le lien fonctionnel. Voici un exemple. Un autre volontaire, pour me lire ça. Allez-y, un volontaire, à part celui qui a déjà parlé. Un volontaire. On applique ce qu'on a, bon, ce qu'on a dit tout à l'heure. Quels sont les données ici, oui? C'est moi, Babacar Dieye. Je donne un exemple. Un employé peut travailler dans un département. Okay. Alors, dans un département, il peut y avoir plusieurs employés. Plusieurs employés. Exactement. Oui. Exactement, merci. Donc, c'est ça. Même chose, le lien hiérarchique aussi, c'est l'inverse de 1n, c'est n1. Et là, c'est la même chose. Dans un département, on emploie n employés, alors qu'un employé travaille dans un seul département. Même chose. Le lien maillé maintenant, c'est le nm. Comme ici, employé et projet. Un employé participe dans n projets, alors que dans un projet, participe m employés. Bon, on peut dire M ou plusieurs, hein, c'est la même chose. Voici un autre exemple assez intéressant. Maintenant, un autre volontaire, levez la main si vous pouvez parler. Pour qu'on évite les confusions. Qui veut parler, il faut lever la main. Je vois que personne n'a levé la main là. Cliquez sur la main. Bon, c'est pour éviter que plusieurs personnes parlent en même temps. Ou bien j'interroge un volontaire pour nous lire ça. Là, c'est un schéma de base de données. Mais comment les données sont représentées ici?
On va essayer de retrouver les phrases. Un volontaire? Est-ce qu'il y a un volontaire? Oui, allez-y. Oui, c'est moi. Donc, en fait, il y a trois entités, un employé, un projet, un département et un chef, qui est aussi un employé, j'ai l'impression. Bon, maintenant, oui, non, il faut dire l'entité. Non, il faut dire l'entité employée. On stocke les données des employés ici. L'entité-département, on stocke les données des départements. Et l'entité-projet, on stocke les données des projets. Du projet. Ouais. D'accord. Maintenant, pour la relation employé-département, un employé travaille obligatoirement pour un seul département. Alors qu'un département employé plusieurs employés. Exactement. C'est-à-dire dans un département, travaillent plusieurs employés. Oui. Donc, vous venez de dire un employé. Allons-y ici, lisez ça. Un employé peut travailler sur plusieurs projets et un projet peut utiliser plusieurs employés. Exactement. Par contre, et ici? Il y a une chose que j'ai pas compris. Là, c'est un employé a obligatoirement un chef et un chef peut avoir plusieurs employés à sa charge. C'est ça. Quand on est directeur, on est directeur de plusieurs agents. Oui, mais chaque agent ne peut... Mais par contre, là, il y a quelque chose que... Un agent peut avoir plusieurs supérieurs hiérarchiques. Bon, chef direct ou quoi? On veut parler de chef direct. Ah, d'accord, ok, N+1, ok, d'accord. Oui, c'est le N+1, quoi, vous voyez. Et le schéma là peut paraître un peu compliqué, mais dites-vous que ce n'est rien du tout. Je m'explique. Là, par exemple, c'est comme si vous avez votre feuille Excel employé, où là, il y a les informations de l'employé, mais juste que vous créez une colonne pour mettre l'identifiant du chef. C'est juste ça. C'est juste ça. Bon, on fera d'autres exemples. Vous allez voir que ce n'est rien du tout. Maintenant, les avantages de ce modèle, de ces représentations de modèle, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est simple. Donc, le modèle anti-association qu'on a appris aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment simple, pratique. Vous voyez, aujourd'hui, on est en base de données. Oui, presque même ceux qui n'ont jamais fait de cours de base de données, avec les deux cours, ils commencent à lire des schémas. Et n'importe quel schéma de base de données aujourd'hui, ils peuvent le lire, parce que c'est la même chose. Mais si on était en électricité ou en génie civil, ce ne serait pas la même chose. Ce n'est pas parce que tu fais un ou deux cours que tu vas commencer à lire les schémas en génie civil. Non. Parce qu'en génie civil, il y a tellement de termes, tellement de représentations. En électronique aussi, c'est encore plus complexe avec les condensateurs, je ne sais pas, les diodes, tout ça. Mais là, l'avantage de ce modèle, c'est que les gens qui l'ont créé, ils ont pu utiliser quelque chose qui est vraiment simple. Donc, il n'y a que trois concepts. Dans toutes les données de l'entreprise sont regroupées en entités, associations et attributs. Attribut, ça veut dire propriété. Donc, il est approprié à une représentation gratuite intuitive, même s'il existe beaucoup de conventions, comme Méris, IML et autres. Il permet de modéliser rapidement des structures de données, donc qui ne sont pas d'une certaine complexité extraordinaire. Bon, on peut dire maintenant, comme inconvénient, qu'il n'y a pas de... que ce n'est pas déterministe. Ça, on le verra. C'est-à-dire, la manière de représenter les données sous forme d'entité ou d'attribut, souvent, il y a une petite différence. Mais avant d'aller loin, je pense qu'on va continuer avec quelques exemples pour s'assurer que vous avez vraiment compris. Donc, je pense, je peux ouvrir ça. Exemple, un CD, OK. Ah, OK. Voici des exemples de bases de données, par exemple, que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Et on va essayer de lire les qui. Bon. Il y a combien d'entités dans ce modèle? Un volontaire, toujours. Un volontaire. Bon, vous pouvez lever la main, hein, après vous activez. Il y a 3 entités. OK, on a 3 entités, effectivement. Élève, UV, professeur. Combien d'associations? On a combien d'associations? 2 associations. 2 associations. C'est-à-dire là, c'est les données des élèves, là, c'est les données des UV, et là, c'est les données des professeurs. Mais pour éviter le problème de ceux qui travaillent toujours avec les fichiers, on l'a modélisé comme ça. Et aujourd'hui, en supprimant un élève, tu ne touches pas
à ces données liées aux UV et les profs. C'est ça l'avantage, on le verra. Maintenant, un volontaire pour lire ce schéma, ça, comment les données sont représentées dans cette base? Un élève. OK, continue. Celui qui parle, il peut continuer. Hein? Un élève. Un élève a suivi un ou N UV. UV, OK. Une UV. Une UV est suivie par, par plusieurs élèves. Ou plusieurs élèves. Oui, plusieurs ici. élèves. OK. Ici. Un professeur enseigne plusieurs UV. OK. Une UV est enseignée par un et un seul professeur. Un seul professeur, effectivement. Mais en disant ça, on sous-entend que c'est pour une classe donnée. Pour une classe, oui. Oui, on sous-entend que pour une classe donnée, l'UV est donné par un seul prof. Donc là, on vient. Maintenant, lisser les propriétés. Si on vous demande de lisser les propriétés, comment vous alliez le faire? Pour lisser les propriétés, il faut dire entité élève, voici les propriétés. Code élève, nom, prénom. Entité UV, voici les propriétés. Code UV, nom, année. Entité professeur, voici les propriétés. Code prof, nom, prénom. Et l'association là a une entité. A suivi à l'entité nom. Bon, les cardinalités aussi. Il ne faut pas dire 1N, 0N. Souvent, dans les tests en base de données, si vous dites ça seulement, on vous élimine. Mais il faut dire, entre l'entité élève et l'association A suivi, la cardinalité, c'est 1N. Entre A suivi et UV, c'est 0N, ainsi de suite. Vous voyez. Maintenant, là, c'est le cours qui va venir. Les règles de gestion. Donner les règles de gestion de ce modèle, ce n'est rien d'autre que les phrases qu'on vient d'énumérer. Dans ce schéma de base de données, un élève peut suivre plusieurs UV, une UV est suivie par plusieurs élèves. C'est ça qu'on appelle les règles de gestion. Quand vous entendez parler de règles de gestion, c'est ça. Bon, sachez que ça, on n'a pas encore fait ça. Ça, c'est la liste des tables aussi. Donc, comment passer de là au MCD? Bon, là aussi, c'était un exemple, mais je vais vous montrer des MCD sur le net. On va prendre au hasard. Hein. Maintenant, presque chaque application ou plateforme, surtout web que vous prenez, chaque base de données a un MCD. C'est-à-dire les données de cette base de données sont organisées comme ça. Maintenant, on va lire des exemples trouvés sur le net. Là, normalement, n'importe quel MCD, vous pouvez le lire maintenant. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit le projet, dès qu'on vous donne le schéma de base de données, vous êtes en mesure de dire comment les données sont organisées. Après ce cours. Bon, à partir de maintenant, je peux dire, ouais, c'est flou. Cet exemple-là. Non seulement vous pouvez lire le modèle, mais vous êtes en mesure de dire c'est quel secteur. On y va. Là, en volontaire, on a combien d'entités? 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Et les données là, c'est les données de quel secteur? On sait que c'est ça. Un volontaire. Un volontaire pour lire. Personne? C'est la même chose que tout à l'heure, non? OK, allez-y. Allez-y, users. C'est users. Je ne vois pas de nom. Vous pouvez renommer vos profils. Hein? Vous pouvez renommer vos profils sous Zoom. Donc, si vous cliquez sur les 3 points. Mais allez-y, allez-y. Allez-y. C'est comme tout à l'heure. On a combien d'entités? 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Combien d'associations? 1, 2. Maintenant, donnez les règles de gestion, c'est-à-dire comment les données sont représentées dans cette plateforme. Allez-y, lisez entre là et là. Un client peut faire n'importe quelle commande. Bon, ouais, mais on dit un client peut passer N commandes. C'est les termes plusieurs N, un et un seul quoi, OK? Un client peut passer N commandes, effectivement. Et là, une commande ne peut être effectuée, ne peut être passée. C'est-à-dire une commande est passée par un et un seul client, effectivement. Hein? Effectivement.
OK, on continue. Là, entre utilisateur établi et facture, c'est les utilisateurs du système. Allez-y, lisez, continuez. L'utilisateur peut établir. Un utilisateur peut établir plusieurs factures. Plusieurs factures, effectivement. Mais une facture est établie par n'importe par un et un seul utilisateur. Exactement. Une facture est établie par un et un seul utilisateur. Parce qu'on lit toujours entité, association, mais on retourne sur la cardinalité entre les deux. Effectivement, une facture, dans un système informatique, une facture n'est établie par qu'un seul utilisateur. C'est ça qui fait que s'il y a de l'autre des problèmes, on sait que c'est telle personne qui s'est connectée et c'est lui qui a fait telle action. Même chose ici. Et donc, normalement, n'importe quel MCD qu'on vous montre maintenant, c'est en mesure de dire les données. Comment les données sont organisées? Bon, on peut prendre énormément d'exemples sur le net. Maintenant, je vous avais parlé de cette plateforme-là aussi qui permet de gérer les associations. C'est une plateforme qu'on a conçue pour permettre à toutes les associations de gérer leur activité, de dématérialiser leur activité. Vous voyez, la plateforme-là, comme je vous l'avais dit, sa base de données est là. Je vous l'avais montré le coup passé. Sa base de données est là. Mais derrière, il y a un modèle conceptuel. Quand je vous montre le modèle conceptuel que je vous ai montré le premier coup, là, maintenant, vous êtes en mesure de le lire. Attends, je sors. Où est-ce que je l'ai mis encore? OK. Donc, le modèle conceptuel, il est là. OK. Vous voyez. Exactement. Là aussi, c'est-à-dire, on a modélisé la base. On est parti des besoins. On représente les entités une à une jusqu'à aboutir à ça. Donc, ça aussi, c'est ce qu'on va faire après sur les TP. OK. Un volontaire pour lire. Donc, chaque application ou plateforme, normalement, a un MCD derrière. C'est ça qui permet aux gens qui travaillent dans le projet de comprendre comment les données sont organisées et quelles sont les contraintes entre les différentes tables. OK, un volontaire entre type recette et recette. Ou bien je vais désigner le ministre du Sport, Matarba. Je vois Matarba. J'espère que c'est pas le ministre, j'espère que c'est le ministre du Sport. Matarba, ancien ministre du Sport. OK, on va lire ça. On est content que l'ancien ministre soit là de base donnée. Matarba, est-ce qu'elle nous entend? Oui, je vous entends. Oui, ancien ministre. Ancien ministre, allez-y. D'accord, et pour l'association. D'accord, pour l'association. D'accord. Donc, un type de recette est dans plusieurs recettes. Mais une recette est dans un seul type de recette. Oui, effectivement, là, on catégorise les types de recettes. Et la même chose, activité, dépenses, ouais, partenaires, bureau, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Là, vraiment, vous êtes en mesure maintenant de lire n'importe quel schéma de base de données. Et ça, c'est important. On le verra sur le chapitre qui va suivre. Bon, ça, c'est des exemples maintenant. Maintenant, par rapport à ce qu'on a vu, si on devait modéliser maintenant ce fichier-là, comment on va s'y prendre? Vous voyez, eux, ils travaillent avec des fichiers jusque-là, avec des risques de doublons, de redondance, tout ça. L'autre chose qu'on a vu, ce fichier-là ne peut pas être ouvert en même temps par des milliers de gens en même temps. Bon, même si dans un réseau local, 2 personnes peuvent ouvrir le même fichier Excel, le mettre dans un sheet, mais 1 milliard de personnes ne peuvent pas attaquer ces données. Ça va amener des incohérences. Selon vous, maintenant, on doit sortir les entités, les associations et les propriétés de chaque entité pour présenter notre modèle-là. Comment on allait le faire? Un volontaire, il y a combien d'entités déjà, selon vous, ici? Je pense à ça à l'œil.
bien, je suis parti trop vite sur le cours. En tout cas, pour quelqu'un qui a un peu suivi le cours, il devrait comprendre quelles sont les entités, quelles sont les données, les groupes. Ici, on travaille avec les données de quoi? Avec les données des films et des auteurs. Non, ça saute à l'œil. Là, c'est les données des films. Oui, il y en a beaucoup. Titre, année, nom, prénom, sexe, etc. Non, ça, c'est les propriétés. Je parle des entités. En regardant le fichier, on voit que dans ce fichier, il n'y a que les données sur les films qui sont là et les données sur les auteurs. Ça, c'est les informations de l'auteur. Et ça donne quoi? Ça donne ceci. Donc, tac. Ça. Bon, l'outil Paint aussi, c'est quelque chose qui vous permet... Pardon, excusez-moi. Oui. Excusez-moi pour l'interruption, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Vous avez dit les données sur l'auteur, mais je vois qu'il y a écrit Moussa Hitchcock sur la première ligne. Attends, vous dites? Revenez, regardez, Moussa Scott. Oui. Oui, ça, c'est son prénom. Il y a écrit Moussa. Yeah. Non, attention, vous êtes maintenant en base de données. Quand vous êtes en base de données, il faut savoir différencier ça, la première ligne, de même que les autres lignes. Ça, c'est des données. C'est juste des données qui sont stockées. Alors que là, c'est les titres des colonnes. Mais quand on parle d'entité, il ne faut pas confondre entité et propriété. Entité, c'est l'élément qui regroupe les données. Non, attendez, je pense qu'on ne s'est pas compris. Je pense qu'il y a 3 entités. Il y a le nom il y a la personne qui a fait le film avec la personne qui l'a fait et celui qui le loue ou celui qui doit le prendre. C'est pas ça? Ah, non, je comprends ce que vous dites. Mais c'est pas ça. Je comprends ce que vous dites. Mais le metteur en scène, c'est quoi? C'est celui qui a joué le film, si je comprends bien. En fait, pourquoi je pose cette question? Parce que les prénoms ne correspondent pas au nom des metteurs en scène. Parce que Tarantino, c'est Quentin. Hitchcock, c'est Alfred. Et là, on a des prénoms qui sont sénégalais pour la plupart. Donc, je me dis que les prénoms, c'est des personnes... Non, ça, c'est des données d'exemple. Hein. Dis-toi que c'est des données d'exemple. Ah, ok, d'accord. C'est juste des données d'exemple, quoi. C'est juste des données d'exemple. Donc, maintenant, ce qui fait qu'on a ça, et on a notre association. Notre association qui est là, et on le représente comme ça. L'association, on peut donner le nom, on peut mettre jour. Par exemple, on peut l'appeler jour. Donc, ça, c'est les auteurs des films ou les metteurs en scène, je ne sais pas. Et là, c'est les films. Donc, pour film, on aura quoi comme propriété? Évidemment, on aura ID, titre et année. Donc, on aura ID, titre et année. Comme je vous l'ai dit, on recopie exactement ce qu'il y avait dans le fichier. Hein. C'est comme si on prend les noms des colonnes là, et c'est ça qui devient les propriétés. Là aussi, c'est la même chose. On peut même faire comme ça pour aller plus vite. Je copie. Pas dans un nouveau fichier, je colle en transposé, pour les avoir comme ça en descendant. Et c'est la même chose. Donc là aussi, c'est la même chose. Je colle. Oups. Bon, c'est bien ça. Hein? Donc, je peux bien faire comme ça. Bon, c'est un peu ça. Hein? C'est pour gagner du temps que j'ai collé les trucs là. Donc, 12. Et vous voyez. Et là, maintenant, on a modélisé la base. Donc, l'avantage, c'est que vous allez voir que là, on ne peut plus mettre un film 2 fois. Si tu le mets avec le SGBD, vous allez voir que ça va le rejeter quand on va commencer les TP. Seulement là, pour continuer la cohérence maintenant, il faut un attribut. Il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, c'est où encore? Où est-ce qu'on avait mis l'année? Ah, ok, si on met l'année comme ça, c'est bon. Parce que, mais maintenant, on peut, une fois qu'on enregistre l'auteur, ici, on n'a plus besoin de le répéter une deuxième fois. Je donne un exemple. Supposons qu'il y a l'auteur Demba. Une fois qu'il joue un film, on l'enregistre dans la base. On va saisir ici Demba, dans cette table. Quand il joue un film, on va enregistrer le nom du film et on va dire que Demba a joué un film. Mais quand Demba joue un autre film, on n'a pas besoin de ressaisir Demba dans la base de données. Non, on ne ressaisit que les informations sur le film qu'il a joué. C'est ça l'avantage des bases de données. Et il nous reste les cardinalités.
Il nous reste les cardinalités. Donc là, on met quoi? Un volontaire. Je vais voir maintenant si vous avez compris. Parce que quand vous faites le cours de base de données ici, vous devez pouvoir naviguer dans tous les sens. Quitter les règles de gestion, les phrases que le client a données pour concevoir le schéma de base de données, ensuite créer les tables, ou bien quitter les tables pour donner le MCD, pour donner les phrases. Donc, on a fait le premier sens, on a fait le deuxième sens. Là, on termine. Quelle cardinalité on doit mettre ici pour que ça soit logique? Est-ce que c'est minimal ou c'est maximal? Soit minimal, soit maximal. C'est minimal. 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 On essaie un. Donc, ça veut dire un film est joué par un et un seul auteur. Oui, bon, en supposant qu'il n'y a qu'un seul auteur dans un film, un metteur en scène, OK? Et là, on fera quoi? On fera minimal ou maximal? Maximal. Maximal. Si on met maximal, comment ça va se dire? Un auteur joue plusieurs films. Et c'est correct. C'est correct. Imaginez maintenant si j'avais mis juste un. De toute façon, si vous vous trompez vous-même, vous allez savoir. Imaginez si j'avais mis un. Allez ici, un volontaire pour lire. Qu'est-ce que ça signifierait? Un auteur joue un et un seul film. Non, un auteur peut bien jouer plusieurs films. Et vous voyez, donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, on a appris à faire tous les sens, comme on l'a vu la dernière fois. Donc, on revient à ce diapo, c'est où encore? Il y avait une diapo qui expliquait ça. Je ne vois plus, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, oui, là. Donc, comme on l'a dit, maintenant, et vous voyez, on a quitté l'univers, le monde réel, et on a modélisé maintenant notre modèle conceptuel. Donc, dans le prochain cours, maintenant, on va voir, à partir du modèle conceptuel, comment obtenir les tables. Mais en même temps, on a appris le chemin inverse. Donc, si on nous donne un MCD, on peut retrouver le besoin qui a été exprimé pour être représenté de cette manière. Et concernant les TD maintenant, je continue. Attends, je vous montre. Tac, tac, tac. Non, ça c'est... OK. Oui, bon, c'est le TP qu'on aura à faire. Hein. Donc, vous voyez. C'est-à-dire maintenant, quand tu vas créer une base de données, comme je l'ai expliqué dans le diapo là, un projet, ça ne commence pas du vide de ex nihilo. Non, on commence par un besoin. Vous voyez. Normalement, dans le cahier des sages, c'est là où vous allez trouver ces phrases-là. Celui qui veut une application, une plateforme, un site web, c'est lui qui vous exige, qui vous dit non, moi je veux une plateforme ou telle. C'est ce qu'on appelle les règles de gestion ou les contraintes de travail. Et ça est là. Voici un exemple où on vous demande de modéliser la base. Donc, on vous donne les règles de gestion, on vous dit donnez le MCD. Et vous voyez, on va créer une base de données de gestion des membres d'une activité. Pour les membres, voici les informations qui nous intéressent, matricule, prénom, nom, tel. Chaque activité, il y aura la description, les cotisations, et de suite. Et selon vous, quelle entité on va représenter ici? Parce que normalement, ça se fait à l'ayant. Quelle entité? On aura quelle entité ici, par exemple? On aura l'entité. Alors, un volontaire? On aura l'antémembre. Vous voyez, l'anté-activité, l'anté-cotisation, l'anté-dépense, l'anté-bureau, et de suite. Parce que l'anté-activité, voici les propriétés. Exactement comme on a fait ici. L'anté-auteur, voici les propriétés. Dans le cas actuel aussi, l'anté-membre, voici les propriétés. Ils seront là. Et c'est ça qui deviendront les colonnes de la table qu'on va créer après, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on modélise. Donc, après, on va vous envoyer ces exercices pour la suite. Je pense qu'aujourd'hui, c'était globalement tout. Hein. Maintenant, vous savez modéliser les bases. Maintenant, avant de clôturer, je vous annonce une très bonne nouvelle. C'est que, comme je l'ai dit ici, aujourd'hui, si quelqu'un a un besoin, et là, c'est le conseil que je donne à ceux qui veulent vraiment maîtriser les bases de données, il faut passer à la pratique. Mais supposons,
vous n'avez pas un projet informatique sur lequel vous pouvez le pratiquer, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est de collaborer avec un informaticien ou un étudiant en informatique ou quelqu'un qui s'y connaît en programmation. Et vous identifiez un informaticien. Le plus souvent, chacun d'entre nous a énorme problématique. Tu peux te dire, moi, je vais créer une plateforme pour telle école ou telle association ou telle chose. Bon, vu que j'ai fait les cours de base de données, j'ai fait suffisamment de TD, je vais l'appliquer dans un projet réel. Donc, moi, je vais me charger de tout ce qui est conception, analyse et mise en place de la base de données et je vais collaborer avec quelqu'un qui va se charger de faire le développement. Parce qu'il faut ça. Un peu comme dans des équipes comme ça. Apprendre à programmer maintenant, créer les interfaces de l'application, là, c'est beaucoup plus complexe que les bases de données et ça demande beaucoup plus de temps. Donc, ce qui serait opportun, c'est que vous vous concentrez sur la partie analyse, modélisation, les requêtes, tout ça, et un autre fait la partie développement. Le plus souvent, c'est ça. Maintenant, les gens qui font des formations en ingénierie informatique, le plus souvent, on les forme sur tout. Mais vous avez aujourd'hui une bonne partie des bagages pour commencer à modéliser des bases, à gérer les bases. Donc, dans un projet, si vous collaborez avec quelqu'un, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que souvent, rien que le travail d'administration de base de données, c'est beaucoup de choses. Supposons que vous travaillez dans une entreprise où, après, il y a énormément de données qui sont déjà existantes sous Excel qu'il faut charger dans les bases. Là, c'est un autre travail et beaucoup de traitements à faire. On va le voir dans les chapitres qui vont venir. Par exemple, vous concevez une plateforme de gestion d'établissement scolaire, mais l'école ne va pas recommencer à zéro. Il va te dire, ah, moi, depuis 5 ans, depuis 10 ans, je travaille avec Excel. Donc, il faut que tu me charges les fichiers Excel dans la base que tu as déjà modélisé. Et que dès que je me connecte dans l'application, je vois les données. Ça, c'est un autre travail qu'on va voir après. Mais la bonne nouvelle que je vous annonce, j'ai un ami, il est docteur en informatique, il est développeur aussi comme moi. Il a créé un outil qui vous permet aujourd'hui de concevoir des applications sans écrire de code. Mais seulement, c'est vous-même qui créez votre base de données, qui modélisez votre base de données. C'est ça qui fait que, je prends Matarba par exemple, notre ancien ministre des Sports. Supposons Matarba veut créer une plateforme pour regrouper tous les ASC du Sénégal. Je donne juste un exemple. Il veut que dans cette plateforme, chaque ASC puisse avoir son espace, ses membres, et chaque membre aura son espace quand il se connecte. Donc, il donne ses cotisations, je ne sais pas, il donne ses opinions. Chaque ASC déclare ses pieds, le nombre de jours, ou bien, je ne sais pas, une plateforme pour gérer les licences. Oui. Aujourd'hui, par exemple, si ça n'existe pas, c'est un bon problématique. Et d'ailleurs, même, celui qui est intéressé, moi, je pourrais l'accompagner même à mettre en place ce projet-là et aller le présenter au ministre du Sport, si ça n'existe pas. C'est-à-dire une plateforme pour centraliser les licences des navétanes. L'avantage de cette plateforme, c'est que tout ASC aurait un compte en ligne, il se connecte, il déclare ses jours. Et après, le ministère vient, il donne les licences. C'est ça qui fait que si un jour a une licence, dès qu'on scanne le code QR, on saura si c'est une licence valide ou non. Ou si tel jour dit que j'ai une licence dans tel ASC, dès qu'on fait une recherche dans la base, on pourra voir si c'est vrai ou non. Ou l'autre chose même, si tu joues avec une équipe et que cette équipe emploie d'autres joueurs, tu peux prendre le nom de ces joueurs et tu cherches s'ils ne sont pas déjà affiliés quelque part. Voici un bon projet, par exemple. Rien que modéliser cette base, c'est une étude de cas qui permet de vraiment de pratiquer les bases. Mais maintenant, l'application avec les liens, tout ça, ça demande du développement. Si vous voulez vous lancer à le faire vous-même, vous risquez d'avoir des problèmes, sauf si vous êtes développeur. Mais j'ai un ami qui a créé un outil aujourd'hui. Si tu modélises ta base, tu n'as plus besoin d'écrire du code. Tu ne fais que des clics. Et son outil est là, il l'appelle GAUDev. GAU, comme rapide en Wolof, et Dev, c'est développement. Vous voyez. La seule contrainte, c'est qu'il faut que toi-même, tu crées ta base de données, tes tables, tes contraintes, tout. Et après, tu crées un compte et tu crées, vous voyez. Bon. Attends, je défile. Tac. Vous voyez. L'interface est là. Donc, vous lisez directement la base de données. Par exemple, si vous modélisez la base de données dont je vous parle aujourd'hui, vous avez la liste des ASC. Puisqu'il y a la table qui stocke les données des ASC, vous allez juste configurer ça et automatiquement, la liste des ASC va apparaître. Au moment d'ajouter, de créer un compte utilisateur, vous voyez, les comptes sont là.
Là, les rôles sont là. Vous définissez des profils et chaque profil, vous dites qu'est-ce qu'il peut faire dans la plateforme. On peut même intégrer automatiquement un chatbot qui va chatter avec les utilisateurs. Et tout ça, la seule exigence, c'est de pouvoir créer sa base de données. Voici la liste des profils, par exemple. Là, ça veut dire que derrière, vous avez créé une table de profil. Voici les deux colonnes. Il vous crée dynamiquement le formulaire. Vous voyez le formulaire. Quand vous cliquez, il met les données dans la base de données que vous avez créée ou modélisée. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple que je peux prendre, c'est supposons quelqu'un, vous êtes dans quel secteur? Est-ce que vous pouvez me dire que vous êtes dans quel secteur? Je prends un autre exemple adapté. Donc, vous qui suivez en ligne, est-ce que vous pouvez me dire que vous êtes dans quel secteur? Éducation, santé, agriculture, enseignement, recherche? Moi, je suis dans la gestion des déchets solides. Ok, excellent. Vous êtes dans la gestion des déchets solides. Donc toi, tu dois vraiment prendre les bases de données. Supposons, bon, quel exemple je peux donner d'application? Supposons, aujourd'hui, est-ce qu'on connaît l'ensemble des dépôts sauvages et des dépôts d'ordures au Sénégal? Est-ce qu'il y a une base de données en ligne quelque part? Je ne pense pas au Sénégal. Une base de données disponible en ligne pour faire des recherches, tout ça. Je donne un exemple. Supposons, vous qui êtes dans les déchets solides, vous voulez créer une plateforme qui va permettre à toutes les collectivités du Sénégal de déclarer la localisation exacte des dépôts sauvages, de sorte que si quelqu'un a des ordures désormais, il peut entrer dans la plateforme et regarder le dépôt sauvage le plus proche et les types d'ordures acceptés. Ça, c'est une bonne application, par exemple. Parce que ça, Google Maps ne te le donne pas. Google Maps, tu peux faire de la recherche trouver, mais Google Maps ne te dira pas que dans tel dépôt, on accepte tel dépôt, on n'accepte pas, on n'accepte pas. Par exemple, aujourd'hui, si tu as des déchets sanitaires, toi-même, où est-ce que tu dois aller le verser? Le plus souvent, tu pars là où tu veux, tu verses. Mais si on avait une application comme ça, tu entres, tu regardes l'application qui est la plus proche de toi. Donc, aujourd'hui, si tu parviens à modéliser cette base de données, avec l'outil que donne ce monsieur-là, automatiquement, tu as ta plateforme en ligne. Et l'autre dit qu'il est dans la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est la même chose. Moi, personnellement, je vois un problème dans la sécurité sociale au Sénégal. Mais pas problème de fonctionnement, mais je parle de problème base de données. Je m'explique. Je sais que dans la sécurité sociale, il y a la caisse de sécurité sociale, il y a l'IPRES, il y a le FNR, il y a le programme de bourse familiale, il y a beaucoup d'autres ONG qui font de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils donnent des bourses sociales, ils donnent des aides, les mairies, ils donnent des aides, même les petites associations, même les bonnes volontés dans les quartiers, ils donnent des aides. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a une cartographie complète des aides qui sont distribuées? Je ne pense pas. Je peux presque dire que ça n'existe pas. Maintenant, ça peut exister par projet. Par exemple, comme le projet des bourses sociales, je sais qu'ils ont une base. Ils ont une bonne base de données, mais cette base de données ne concerne que les gens qu'ils ont ciblés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire quelqu'un qui est inscrit dans le programme des bourses sociales, aujourd'hui de l'État, rien ne l'empêche de recevoir une bourse sociale de sa mairie ou d'une bonne volonté qui est dans le quartier. Parce qu'il n'y a pas une base de données centrale. Donc, M. Senghor, qui est dans la sécurité sociale, par exemple, tu peux identifier ce projet-là qui est un excellent projet où l'idée, c'est de regrouper tous les bénéficiaires de bourses sociales au Sénégal et tous les acteurs aussi dans la même plateforme. De sorte que quand la mairie distribue ses aides sociales, d'accord, il peut le faire comme il veut, il peut cibler les gens de son quartier, mais il verra chaque acteur bénéficiaire, qu'est-ce qu'il a déjà eu dans le passé. Peut-être qu'il a eu telle bourse de l'université, il est dans tel, il est dans tel, il est dans tel. Et vous voyez, aujourd'hui, un truc comme ça règle beaucoup de problèmes. Peut-être qu'il y a des gens qui bénéficient de tout en même temps. Ils sont inscrits au programme de bourse sociale, ils ont la bourse de leur mairie, ils ont la bourse de l'association de tel. Vous voyez. Mais puisque chacun travaille avec son système isolé, on ne peut pas capter ces informations. Donc toi, tu as un excellent sujet sur lequel tu peux travailler, mais ce n'est pas une petite affaire. Ça, je vous dis que techniquement, ce n'est pas une petite affaire, mais le plus complexe encore, c'est de faire accepter aux gens.
Parce qu'un système comme ça m'étonnerait que ça puisse marcher si l'État n'est pas derrière. Donc, il faudra vraiment convaincre les gens, mais c'est un excellent projet. Où l'idée pour toi, c'est d'harmoniser les bases de données des différents acteurs. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que la base de la sécurité sociale est entièrement connectée avec celui de l'IPRES, celui du programme des bourses sociales, celui de toutes les collectivités du Sénégal? Ça m'étonnerait. Et les collectivités, ils font des aides sociales. On se souvient tous du problème de Khalifa Sall qui a été épinglé parce que lui, il disait que, bon, même lui, je peux dire qu'il a été épinglé pour une faute d'administration de base de données. Parce que si j'étais s'il m'avait recruté dans son, comment on l'appelle, dans son équipe municipale, il fait des aides sociales. C'est une très bonne chose, mais il refuse de garder l'information. Il dit que je ne peux pas aider aujourd'hui une famille à faire le dialyse et après que je puisse l'enregistrer. Mais pour se couvrir, en base de données, ce qu'il aurait dû faire, c'est de créer un système où si tu veux bénéficier des bourses sociales de la mairie, on t'enregistre. Et dès qu'on t'enregistre, si les auditeurs viennent, moi je vous donne la base de données. En lisant la base de données, vous savez chaque bénéficiaire, sa carte d'identité, sa date de naissance, et ainsi de suite. Bon, peut-être ça l'aurait couvert, mais lui, il a dit que lui, il ne peut pas, c'est ça. Bon, ça c'est sénégalais aussi, mais M. Senghor, vous avez un excellent modèle ici, un excellent projet. D'ailleurs, si tu es vraiment intéressé, moi, je peux mettre en rapport avec les étudiants qui font du développement. Donc, toi, tu vas te charger de la partie base données, analyse et autres, et eux, ils vont t'aider dans le développement. Ou bien, tu utilises l'outil de ce gars-là pour démarrer un petit système. Un autre, est-ce que vous pouvez me dire, vous êtes dans quel secteur? Bon, en tout cas, la digitalisation, ça offre énormément de possibilités, et surtout les possibilités d'archivage. L'archivage surtout. Bon, je sais que la Caisse de sécurité sociale a des plateformes pour les travaux qu'ils font. Ils pressent la même chose, mais les autres, ça m'étonnerait. Ce que j'explique par là, c'est que souvent, ils ont des systèmes qui font juste des captures. Par exemple, si tu pars à l'IPRES, on peut te donner ton état à toi, mais est-ce que, et d'ailleurs, j'aimerais bien aujourd'hui poser cette question aux informaticiens de ces boîtes, ça m'étonnerait qu'ils aient les informations de tous ceux qui ont bénéficié de sécurité sociale au Sénégal depuis que le Sénégal existe. Déjà, si tu leur demandais les données de 1960 ou 1970, ça m'étonnerait que ça existe. C'est-à-dire aujourd'hui, la Caisse de sécurité sociale ou l'IPRES, est-ce qu'ils peuvent dire en 1948 qui a bénéficié des bourses sociales au Sénégal? Ça m'étonnerait. Bon, les bases de données n'étaient pas encore arrivées en Afrique. Peut-être qu'ils l'ont depuis les années 2005, 2010, je ne sais pas. Mais s'ils avaient des bases de données, ils n'auraient pas ce problème. Et c'est ça l'avantage des bases de données, c'est surtout l'archivage. Aménagement du territoire, c'est la même problématique avec la NAT. Là, moi, je pense que, bon, c'est dommage que nos gouvernements n'ont pas trop compris, mais ça, c'est des secteurs où tout doit être digitalisé. Aujourd'hui, le problème de l'aménagement du territoire, je ne sais pas si ça touche le problème des terrains, mais aujourd'hui, moi, je pense que, imaginez si l'État avait exigé que maintenant, tous les terrains du pays, personne ne peut les utiliser s'il ne les met pas dans une base, s'il ne s'enregistre pas dans une base de données mise en place par l'État au niveau de la NAT. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Vous savez, les titres fonciers, pour les titres fonciers, ce problème est réglé. Parce que un titre foncier, si tu le déclares, facilement on peut savoir si c'est vrai ou non. Parce qu'il y a une base de données centrale. Mais ce n'est pas fait pour les baux et les délibérations et les terrains vierges. Alors qu'on aurait pu prendre l'ensemble des terrains du pays, les mettre dans une base de données centrale, et désormais, toutes les transactions passent par là-bas. Ceci ferait que même si tu as ton champ, on enregistre ton champ avec les points GPS. Bon, je vois certains grands cartographes dans la liste, ils peuvent même compléter. Mais en plus des données géospatiales, si on met tout dans une base de données relationnelle, ceci ferait que si tu viens pour acheter un terrain, on va te dire, va nous donner les points GPS du terrain. Donc, dès que tu intègres les points GPS, on verra si ce terrain-là appartient déjà à quelqu'un ou non. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Bon, j'ai vu quelque chose de pareil au Canada. Eux, c'est ce qu'ils ont. Si quelqu'un veut te vendre un terrain,
tu vas juste sur la plateforme nationale, hein, tu te pointes au niveau du terrain, tu mets le point GPS, automatiquement, il te dira, est-ce que c'est un terrain titre foncier ou bail? Est-ce que ça a été déjà vendu à quelqu'un, et ainsi de suite. Le monsieur qui dit qu'il est dans l'analyse de données, toi, tu dois apprendre vraiment les bases de données, parce qu'on ne peut pas parler d'analyse de données sans parler de bases de données. Mais l'exemple que je peux te donner, c'est un exemple que j'ai vu en Corée. Est-ce que vous savez qu'en Corée du Sud, si tu achètes un véhicule, tu as l'historique de toutes les pannes de ce véhicule. Et c'est obligatoire là-bas, parce que l'État a mis en place une plateforme avec une base de données centrale derrière, où aucun véhicule qui sort d'usine ou qui entre dans le pays ne peut être utilisé sans être enregistré. Donc, tous les véhicules sont enregistrés dans cette plateforme d'abord. Et chaque fois que tu as une panne ou un accident, tu dois le déclarer. Parce que si tu ne le déclares pas, il y a la loi qui t'attaque après, quoi. Donc, les policiers, ils mettent à jour ces données, les gendarmes, les gens du qui. Bon. Ce qui fait que, toi, quand tu achètes un véhicule, tu donnes juste la marque en ligne. Il y a une base de données relationnelle avec toutes les données liées. Il suffit que tu donnes la marque, le numéro d'identification de ce véhicule, il te sort tout l'historique du véhicule. Et vous voyez, donc vraiment, aujourd'hui, utiliser des bases de données peut résoudre énormément de problèmes dans nos pays. L'autre exemple que je peux donner, c'est dans le système de l'éducation. Bon, au niveau du ministère, ils font des choses assez intéressantes, mais le problème que je vois, c'est au niveau des lycées. Nous tous, on est passé par des écoles primaires, des CM, des lycées, mais si tu pars dans ton CM ou dans ton lycée, tu leur demandes tes données, le plus souvent, ils ne l'ont plus. Parce que ces données étaient dans des registres et ils n'ont pas digitalisé. Donc, ils n'ont pas digitalisé. Bon, les universités ont commencé maintenant, mais ils n'ont pas digitalisé au niveau des lycées. Ce qui fait que les données, les notes que tu avais quand tu étais au CM, malheureusement, pour la plupart d'entre nous, c'est perdu. Ou bien, les dépôts sont là, mais c'est toujours sur des registres papier. Il faut les scanner rapidement. L'autre problème, c'est l'état civil. L'état civil, un certain nombre de centres d'état civil, c'est déjà digitalisé. Mais pour d'autres, bon, quand tu les interpelles, moi, il y avait une émission, je l'ai appelée moi-même pour leur faire cette proposition, mais j'ai vu que les gens étaient trop sur la défensive. Alors que moi, l'exemple très simple que je leur ai donné, une solution assez intéressante, c'est qu'il y a des états civils qui sont déjà digitalisés. D'accord, c'est bien. Mais il y a d'autres, il n'y a rien. Moi, là où je déclare mes enfants, tu pars, il n'y a même pas d'ordinateur dans le bureau, tout est sur du papier. Le danger dans ça, c'est que s'il y a incendie ou manifestation ou inondation, toutes ces données sont perdues à jamais. Donc, moi, la solution rapide que je donne, c'est de scanner d'abord ces papiers, de les stocker dans un disque sécurisé et de le déplacer ailleurs. La deuxième étape maintenant, c'est de saisir l'existant dans une base de données relationnelle pour que demain, si le grand projet qui existe déjà revient là-bas, il puisse synchroniser. Et si tout l'état civil sénégalais était interconnecté, on n'aurait pas besoin de se déplacer pour disposer d'un extrait, parce que les bases de données communiquent. L'autre gros problème que je vois dans notre pays, c'est les étrangers. Aujourd'hui, ça m'étonnerait que l'État du Sénégal puisse te dire il y a combien d'étrangers dans le sol. Non, parce qu'il n'y a pas une base de données centralisée pour ça. Les Blancs qui passent par les aéroports, eux, ils sont en règle, ils s'enregistrent. On sait combien de Français sont là. Mais ceux qui passent par les frontières, où personne ne t'enregistre, là, on ne peut pas, ça échappe. Donc, le moyen de régler ça, c'est de soit d'encercler complètement la frontière, pour qu'on puisse passer que par les portes ouvertes. Et dans chacune de ces portes, il y aura une application qui permet de collecter les données pour les mettre au niveau central. L'autre chose qu'on pouvait faire aussi, c'est de prendre des données satellitaires avec des reconnaissances faciales pour voir si quelqu'un est en train d'entrer dans le territoire, alors que préalablement, son image n'a pas été scannée. Mais globalement, c'est des exemples que je voulais vous donner pour que vous puissiez mieux comprendre. Maintenant, l'outil là dont je vous parlais, moi, je peux vous mettre en rapport avec le gars. En tout cas, chaque secteur où vous êtes, dès que vous parvenez à identifier le besoin, vous écrivez le cahier des charges avec les contraintes d'intégrité, tout ça, vous modélisez vous-même votre base de données. Le gars là, avec son outil, vous avez une application. Donc, vous avez vos listes, vos formulaires automatiquement sans écrire de bout de code. Donc, il attaque la base et vous-même vous paramétrez pour dire que je veux la liste des étudiants. Il va lire la table étudiant, vous désignez dans la base de données que c'est telle table qui contient les données des étudiants. Automatiquement, il vous crée le formulaire. Parce qu'il va auto-devenir des champs, il vous crée les formulaires.
Vous activez les formulaires que vous voulez ou non. Vous dites qui doit voir ce formulaire, qui ne doit pas le voir, ainsi de suite. Après, vous avez les bons formulaires, vos listes, ainsi de suite. Bon, donc pour aujourd'hui, c'était tout. Maintenant, nous espérons vous voir sur les parties qui vont venir. Donc, c'est pourquoi on a tenu à faire ce cours gratuit. C'est pour vous montrer un peu l'importance qu'il y a derrière. Mais la suite, maintenant, sera réservée. Parce qu'après, demain, on va faire les TD. On va passer au TD. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 exemples. Donc, vous avez vraiment la main. Ensuite, on va passer au TP, mais c'est uniquement réservé à ceux qui sont inscrits. Donc, je vous invite à vous inscrire. J'avais déjà posté les informations sur ceux qui veulent s'inscrire. Je le remets en tout sur le chat. Je le remets sur le chat. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez contacter la dame qui est responsable, parce que moi, je pense que la formation là, ça va beaucoup vous apporter, quoi, franchement. Que vous soyez étudiant, que vous soyez professionnel, que vous soyez chômeur, et quel que soit le secteur d'activité où vous êtes, le fait d'apprendre les bases de données, aujourd'hui, on parle de données, tout passe par les données. Vraiment, tout passe par les données. Donc, maîtriser les bases de données, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup vous apporter. Donc, avant de terminer, attendez, je vous envoie encore le... Oui, donc, bon, ça, c'est le détail de la formation. OK, bon, je copie tout ça. Donc, je le colle sur le chat. C'est là. Si vous voulez vous inscrire, le numéro à contacter est là, le mode de paiement. Donc, je vous invite à vous inscrire. Vraiment, ce qu'on propose, c'est vraiment rien du tout. C'est 38 € pour 8 séances de formation. Là, on est que sur les cours. Hein. Après, les TP vont commencer, les TD. Donc, notre valeur ajoutée durant notre formation, c'est à la différence des autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vendent des formations en ligne sur Udemy et autres. Donc, rien que eux, pour ces genres de cours, il te faut 80 $, souvent 100 $. Nous, on le fait à 30, 40 $. Donc, on a vraiment cassé le prix. Deuxièmement, quand vous achetez ces formations-là, c'est que vous n'avez pas quelqu'un pour vous guider. Donc, quand vous avez des blocages techniques, il n'y a personne pour vous expliquer. Vous ne pouvez que faire un replay des vidéos, reprendre les TD avec eux. Quand vous allez sur YouTube maintenant, où tout est gratuit, là, c'est encore plus compliqué parce que vous avez 1000 cours. Vous ne savez pas où vous arrêtez. Alors que nous, on vous donne exactement le besoin. Hein? Vous pouvez replay les séances qu'on a faites, mais deuxièmement, les TD, vous serez avec des coachs. Donc, pendant les TD, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, on va vous interroger, vous allez parler. Donc, aujourd'hui, on a laissé libre champ, mais dans les TD et les TP, tout le monde doit répondre. Obligatoire. C'est obligatoire. On va interroger la liste une par une. Chacun va faire un exercice, va essayer, va créer sa base de données, va faire ça, va modifier, ainsi de suite. Donc, nous vous invitons à vous inscrire. Est-ce qu'il y a des questions avant de clôturer? Est-ce qu'il y a des questions avant de finir? Bon. Donc, je vous ai envoyé le mode de paiement. Comme vous le voyez ici, je le remets aussi à l'écran. Donc, avant de finir, le mode de paiement, c'est là pour ceux qui veulent s'inscrire. Vous pouvez contacter ce numéro aussi. Donc, c'est un numéro du Sénégal. Vous pouvez utiliser via tout ce que vous voulez. Et quand vous payez l'inscription maintenant, on va vous envoyer les TD, les TP, et on vous ajoute au groupe restreint. Parce que demain, on va commencer les TD, les TP, les installations, la création des premières bases, des tables, tout ça. Et la suite du cours aussi va venir. OK. Est-ce qu'il y a des questions avant de clôturer? OK, merci. OK. Donc, s'il y a plus de questions, donc on vous dit donc à la prochaine. Et le cours sera chargé sur notre page YouTube. Donc, ne vous en faites pas, vous pouvez le replay à tout instant. Vous pouvez poser des questions aussi, donc les commentaires. Et d'autres cours vont suivre. Donc, avant de clôturer aussi, je tiens à préciser que ceux qui sont intéressés, il y a un bonus qui est donné aussi, c'est la possibilité, on va les former gratuitement sur un outil qui permet de créer des sites web en quelques minutes. Là aussi, ça vous permet de créer un site sans faire de code.
Il y a un outil qui existe, c'est un bonus qu'on a fait pour ceux qui seront inscrits. Bon, à la fin de ce module, on va leur montrer rapidement comment créer des sites web avec certains outils sans faire de code. Mais ce n'est pas difficile, mais il faut juste maîtriser l'informatique. Ou comme PowerPoint. Tu vas créer un site de la même manière que tu fais un diapo PowerPoint. Donc, il y a des outils dédiés à cela. OK, donc merci. À la prochaine. Donc, nos contacts sont là, nos contacts sont disponibles. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube aussi, InfoUtile. C'est InfoUtile Djamkanam. Il y a le site web aussi, InfoUtile, le site du cabinet ou nos numéros. Donc, si vous appelez sur ce numéro-là, c'est un numéro du Sénégal. Vous envoyez un texte par WhatsApp, vous aurez toutes les informations. OK, merci, à la prochaine.